bienvenue à vous et puis surtout bienvenue à nos vaillantes intervenantes. Alors c'est bien parce que pour une des rares fois, on va pouvoir parler au féminin tout le temps. Mais alors pardon, la grammairienne que je suis est toujours un peu choquée parce que en français, en vieux français, donc vous avez compris que c'était ma spécialité, en vieux français, le masculin avait le grand avantage d'être le neutre. Donc pardon pour vous, messieurs, mais le masculin était le neutre. Et donc, pour les écouter, pour nous écouter, ces femmes, virgule, professionnelles de santé. Alors je dois dire que quand People Forest m'a proposé le sujet, j'ai d'abord fait glups en me disant qu'est-ce qu'on va encore avoir comme couplet habituel, excusez-moi, mais c'est nécessaire, hein, féministe et autres. Et finalement, en discutant d'ailleurs avec chacune, je me dis mais c'est quand même complètement top génial parce que on va se centrer en fait sur le vécu, le cursus. J'aime pas le terme de carrière, mais le cursus un peu et l'entrée dans la santé de chacune et de chacune de nos grandes professionnelles. Et donc l'idée c'est, alors pardon pour leur narcissisme pour une fois, mais c'est bien ça. Ce sont des personnalités phares. Alors le restrictif c'est dans leur domaine, mais c'est surtout bien au-delà. Et l'idée là, c'est justement de pouvoir s'inspirer finalement de ce que sont vos exemples et vos façons d'être. Avec, je dirais, on aura un peu une table ronde, si vous voulez bien, en deux temps, avec d'une part, une forme d'interview avec voilà, chacune comment vous en êtes, je dirais pas arrivé là, mais en gros oui c'est quand même un peu ça, et chacune avec un tropisme et une orientation bien différente. Marie-France Olléric, docteur Marie-France Olléric, donc on est à peu près équilibré entre médecin, pas médecin, nul n'est parfait, donc avec moi si je me mets dans le lot, on est à 50-50, donc c'est une parité d'un autre type. On était avant sur l'égalité et c'était bien, donc Marie-France Olléric, docteur Olléric, est médecin gynécologue. Vous êtes à la tête du pôle mère-enfant et gynéco-obstétrique du CHU de Mestionville. Et donc ça c'est déjà une entrée, et en plus elle s'occupe des femmes et elle est femme là-dedans, et en plus elle est depuis je crois 18 mois, 2 ans ou pas tout à fait, présidente d'une association qui s'appelle Donner des ailes, et c'est très joli, mais c'est E2LES, comme vous vous doutez, sur cette question-là. Donc merci Marie-France d'être là. À droite si on est en face, à gauche si on est de l'autre côté, c'est comme l'hémicycle, là on prend ça dans un sens ou dans un autre. Docteur Axel Menu-Brantôme, donc nous on se connaît et on se suit depuis le Health Data Hub, puisqu'en fait vous êtes expert médical, si je peux me permettre, c'est l'appellation générique, mais c'est surtout quelqu'un qui est tombé dans les datas après un cursus dans l'oncologie, qui est tombé dans les datas et les datas de prospective, les datas pour l'avenir, et donc au Health Data Hub et le cancer avant, et tout ça va se réunir bientôt. Donc merci Axel d'être là. Alors c'est pas un prénom très courant, mais on en a la chance aujourd'hui d'en avoir deux. Donc voilà. Et donc alors je vous ai pas mis côte à côte, sinon on saurait pas très bien qui est qui. Et puis donc à votre gauche Floriane de Dedelsen, qui est DGA, directrice générale adjointe de l'hôpital Foch. Donc là c'est autre vue sur les soignants et venant des RH. Alors c'est d'autant plus intéressant aussi que je dirais 75% de vos troupes en gros sont des femmes. Voilà, et avec un cursus justement hospitalier et sens du service public, qui est aussi une chose qui est importante. Merci Floriane d'être là. Axel, alors notre deuxième, Axel ou première si on la prend dans l'autre sens, Axel Ayad, alors non seulement c'est une femme, voilà, mais surtout c'est une patiente, c'est une à la fois ancienne et sans doute encore maintenant patiente entrepreneur, et je dois dire que la structure, la start-up finalement que vous avez montée il y a maintenant quelques années, elle est justement sur une problématique femme, un enjeu, j'allais dire de maladie chronique finalement, femme pas trop pris en compte. Donc une autre façon encore de rentrer dans l'univers de la santé et d'être une professionnelle de santé. Même question que pour les autres, je vous poserai, c'est est-ce que ça a été facile ou est-ce que ça ne l'a pas été, et voilà. Et docteur Anne-Carole Bensadon, alors nous on se connaît aussi, je dirais pas des lustres, mais depuis un petit moment, sur les convergences entre nous, ce qui est notre dada, qui est sa santé globale au travail, et les enjeux de santé publique. Et Dieu sait si pendant un temps, j'allais dire que chacune, on aurait eu tendance à prêcher un peu dans le désert,
sans que ce soit vraiment là. Et Anne-Carole, elle est à la fois médecin, mais en même temps scientifique. Vous avez en même temps un doctorat des mines, globalement de l'école des mines, et donc tout aussi bien avec un cursus à la fois en cabinet ministériel et comme PH, praticien hospitalier à la PHP et ailleurs, et donc un riche cursus. Et donc la question, elle sera aussi là-dessus. Et actuellement, alors même si, et donc j'ai fait exprès de ne pas mettre le logo là pour l'instant, Anne-Carole ne représente pas l'IGAS, elle veille quand même quelque part à ce qui est la surveillance, l'analyse de problématiques de santé bien spécifiques sous le cornac de l'IGAS. Voilà, donc voilà en gros ce qu'il en est. Et moi je suis Anne-Marie Devèvre, donc je suis aussi une professionnelle de santé si l'on peut dire, mais je veux dire, pas par retard, mais quand même. Mais depuis 2006, donc on a monté ce cercle entreprises et santé. L'objectif, encore une fois, étant pour le coup, de décloisonner les enjeux de santé globale au travail, que ça ne soit pas que, il n'y en a pas là, mais une problématique de médecin du travail ou autre, mais que ça entre vraiment dans les enjeux à la fois opérationnels et quotidiens de management, mais aussi enjeux stratégiques. Voilà. Donc voilà notre belle brochette. Donc vous avez dit, nous, on est le cercle entreprises et santé, on a 2 activités. Tous les mois, on réunit nos membres, essentiellement des entreprises, mais aussi parce que ce sont des entreprises en tant que telles, hôpitaux et ce type. Et merci Floriane globalement d'être là de ce côté-là. Et puis, de façon régulière, on organise ce qu'on appelle ces réunions de rayonnement où on travaille avec nos réseaux et cette appellation que vous voyez, UX Forum, et qui est tout le temps une logique de terrain. Utilisateur, logique de terrain, et forum, pas de vérité révélée. Donc voilà ce qu'il en est. Donc voilà, ça va être à nous. Et Marie-France, donc si vous voulez bien, on a le grand plaisir d'avoir Marie-France Olyric. Alors je dirais qu'elle tient chaud la chaise parce que vous étiez juste précédemment à un débat cette fois-ci sur l'égalité professionnelle. Nous, on se connaît parce que Marie-France est aussi intervenue sur la question des violences sexistes et sexuelles, violences dans l'univers de travail, mais centrées sur l'univers de soins. C'est à vous, voilà. Et oui, un peu la question comme pour chacune. En gros, d'abord, pourquoi cet engagement sur donner des ailes à la santé? Et puis, le fait, voilà, dans votre cursus à vous, alors déjà, le choix de la discipline est un choix doublement féminin, donc d'une femme qui exerce sur des problématiques de femmes. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que Marie-France a été la première, alors je sais pas s'il y en a d'autres qui vous ont suivi, mais à être présidente du comité médical d'établissement, ce qui, je crois, était pas une pratique courante côté féminin classiquement. Voilà, c'est à vous la parole. Merci Anne-Marie. On m'entend, c'est bon? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas si je suis une personnalité phare. En tout cas, je suis très engagée sur les questions d'égalité, de lutte contre la violence sexiste et sexuelle. Alors, pourquoi cet engagement? Alors, probablement parce que j'ai terminé un mandat de présidente de CME. Pour ceux qui connaissent pas trop la structure de l'hôpital au niveau médical, on a un représentant des médecins qui participe à toutes les instances de l'hôpital avec le lien avec l'extérieur. C'est le président de CME. Et quand j'ai été élue présidente de CME, j'étais la première présidente femme de mon établissement. Et c'était un moment où je faisais une formation de management à Rennes. Et on était avec un groupe d'amis et je me suis dit, bah tiens, donner des ailes à la santé, je suis présidente de CME, je peux peut-être être un exemple de lutte contre l'autocensure. Tout à l'heure, la présidente du Conseil de l'Ordre des infirmiers disait, quand elle a voulu se présenter, qu'il y a plein de gens qui lui ont dit, t'auras pas les épaules. Je trouve que la première personne souvent qui dit, t'auras pas les épaules, c'est soi-même en fait. Et je me suis dit, bah, peut-être que d'être cet exemple-là, de quelqu'un, j'allais dire lambda, qui est médecin et qui finit présidente de CME, c'était une bonne idée d'intégrer l'association. Et ensuite, sur le choix de ma spécialité,
C'était pas un choix premier. Quand j'étais en première année de médecine, ma maman m'avait dit, tu voudrais pas faire sage-femme? Et j'ai dit, oh non, quelle horreur, je pourrais pas faire ça, c'est sûr. Et finalement, plus mes études de médecine avançaient, plus j'aimais chaque stage dans lequel je passais. Il y en a certains où j'aimais pas, mais bon, ça c'est propre à chacun. Et quand je suis passée, et je me suis dit, comment on choisit sa spécialité? Et finalement, quand je suis passée en gynéco, je me suis dit, ça a l'air vraiment sympa, j'ai envie de faire ça. Donc à l'époque, on passait l'internat soit de spécialité, soit de médecine générale. Donc j'ai passé l'internat de spécialité. J'ai eu gynéco, c'est cool. Mais je crois que si j'avais pas eu gynéco, si j'avais fait de la médecine générale ou de l'anesthésie réa comme j'avais imaginé au départ, j'aurais été contente. Je crois qu'on s'épanouit finalement dans nos travaux dans notre travail respectif dans plein de moments en fait. Et dans ce qui est à la fois votre perception des choses ou le regard justement qui est porté un peu sur votre métier ou vos métiers. Donc je dis vous êtes médecin, hein, donc vous êtes à la tête d'un pôle gynéco, mais donc à la tête d'un pôle d'un hôpital. Qu'est-ce que ça a changé et comment vous voyez, comment les choses ont-elles évolué de ce côté-là? C'est parce qu'on est toutes, et je suis la doyenne là, mais de générations différentes, et c'est intéressant de regarder comment les choses ont évolué, si elles ont évolué ou pas d'ailleurs. Alors je dirais que sans parler d'égalité homme-femme, la génération qui vient derrière nous, nos étudiants en médecine, nos étudiants infirmiers, ils ont une vision de l'équilibre vie perso, vie professionnelle qui n'est pas forcément le même qu'on avait. Moi, j'ai commencé mes études, on n'avait pas de repos de sécurité, on enchaînait 3 gardes de suite, c'était normal, et puis on se plaignait pas. Et je suis pas là pour me plaindre, c'était comme ça, et je l'ai fait franchement avec beaucoup de motivation, et j'aime vraiment mon travail. Force est de constater que maintenant, y a un repos de garde, il y a un équilibre vie perso, vie professionnelle qui est important. Je pense qu'on peut revisiter l'hôpital. On peut imaginer que des réunions peuvent avoir lieu en dehors de 19, 20h, 22h le soir. C'est possible ailleurs, donc c'est possible à l'hôpital. Et je pense, sans parler et je vais dire le mot vraiment volontairement, de l'handicap de l'enfant, parce que on en a parlé pas mal tout à l'heure. Annoncer une grossesse, c'est compliqué. Annoncer un congé maternité, ça reste encore compliqué, alors que se blesser les ligaments croisés au ski, c'est un arrêt qui est aussi long et c'est moins compliqué à gérer. Tout ça, ça prouve que la génération, elle veut autre chose, et je pense qu'il faut qu'on recréer un hôpital différent pour pouvoir attirer les jeunes générations. Il n'y a pas très longtemps, j'avais une interne dans mon service qui m'a dit j'ai envie de faire de l'obstétrique, mais j'avais pas pris ça à l'internat parce que j'avais peur de pas pouvoir faire de la boxe, parce qu'elle fait de la boxe à haut niveau. Et je lui dis, je pense qu'on peut concilier les deux. À toi de voir comment tu imagines ça. Et c'est vrai que c'est pas que le travail, c'est aussi notre vie, et c'est pas que les enfants. Parfois, on est l'aidant de nos parents. On peut être plein de choses en dehors de l'hôpital, et c'est comme ça que j'imagine l'hôpital de demain. Voilà. Et donc, avec quelque part, je veux dire, un peu des cloisonnements qui sautent. Des cloisonnements qui sautent. Moi, ce qui m'a frappé, parce que j'ai été longtemps de l'autre côté, et donc, quand on est longtemps allongé et qu'on a quand même l'esprit qui marche un peu, on interviewe les gens. Et donc, j'interviewais un peu tout le monde. Alors, ça allait depuis les aides-soignantes, les médecins, les autres et autres. Et ce qui me frappait, à ce moment-là, alors c'était il y a au moins, bien avant, mais les derniers, c'était il y a 5 ans, donc il y a prescription, hein, on ne vise plus personne globalement là maintenant. Mais c'était cette espèce quand même globalement d'étanchéité, de non-connaissance, de non-fonctionnement mixte. Là, par exemple, alors, question insidieuse, mais entre femmes médecins, infirmières, autres, je parle au quotidien, pas sur les principes, comment ça se passe, et comment ça se passe dans un environnement dans lequel il y a quand même aussi quelques bons hommes? Alors, on a beau dire que l'hôpital est très cloisonné, en vrai, en pratique, quand on a quelque chose de grave qui se passe, il n'est pas cloisonné du tout. Je pense dans ma spécialité, si on a une hémorragie de la délivrance, donc une hémorragie après l'accouchement, il y a quand même une force du collectif qui est importante, c'est-à-dire que, ok, le chirurgien, c'est peut-être celui qui va faire le geste chir, mais l'aide-soignante va chercher le sang, l'anesthésie s'en occupe, et si derrière, par exemple, il y a des choses juridiques, on aura quand même une direction derrière. Donc, moi, je pense qu'il faut voir le bon. L'hôpital est lourd, il y a beaucoup d'administratifs. On peut très bien dire qu'il est cloisonné avec plein de process différents.
moi, je vois ce côté-là de dire finalement, en période de crise, on est quand même là tous ensemble. Et sans parler de crise, au quotidien, le patient, il est au milieu, on gravite quand même tous autour. Enfin, alors je dis le patient, mais moi, je vois que des dames. Alors la patiente, nous, on gravite tous autour. C'est comme ça que j'imagine le travail. Et je pense que c'est important de le dire aussi. Donc ça, si je peux mettre, vu de l'extérieur et d'une génération un peu supérieure à la vôtre, je pense qu'il y a une évolution qui est tout à fait importante, parce que et notamment par le biais de ce collectif, par le biais des équipes autour. Il n'y aurait pas d'un cas, mais c'était intéressant, c'est ce que vous disiez, c'est autour d'un patient. Voilà, donc ça a été. On va passer peut-être la parole, si vous voulez bien, à Axel, là maintenant, Axel Menu-Brantôme, là, voilà, j'aime bien cette photo où vous étiez à une table ronde, je ne sais plus où d'ailleurs, et donc je me suis permis de rajouter expert médical data, parce que c'est effectivement votre spécialité globalement là maintenant, et votre façon justement de, on fera un tour après sur les visions d'avenir, et notamment la vision d'avenir data femme, qui est pour une vieille obsession qu'on a avec Anne-Carl. Vous, je dirais, là aussi, donc vous êtes quand même oncologue de démarrage, donc vous avez fait vos études, vous avez choisi cette spécialité, et à un moment, vous avez bifurqué. Voilà, pourquoi, j'allais dire, pourquoi, comment, et dans votre cursus, justement, le fait d'être une femme, qu'est-ce que ça a vous changé ou pas, hein, Oui, tout à fait. Merci Anne-Marie. Bonjour à tous. Alors moi, j'aime bien faire les choses par deux. Donc j'ai deux spécialités. Ma première spécialité, oncologue médical. Et puis, j'ai développé une expertise ensuite sur la réutilisation des données. J'ai eu 2 temps dans ma carrière. Si j'inclus l'internat, j'ai travaillé 15 ans pour l'hôpital public et depuis une quinzaine d'années, je travaille pour des structures administratives. C'est sans doute parce que je dois aimer faire les choses par deux, parce que dans ma vie personnelle, j'ai 2 filles jumelles. Alors, pourquoi avoir quitté l'activité clinique? Alors moi, mon vécu de mes études de médecine et de l'internat est, je pense, assez différent de celui de ma voisine. On a à peu près le même âge, donc je pense qu'on a fait nos études à la même époque, dans les années 90. Moi, j'ai été traumatisée, c'est un bien grand mot, mais j'ai été en difficulté avec le fait d'être une jeune femme étudiante en médecine, puis interne. Voilà. Le sexisme, le machisme, voire la misogynie quand même, dans certains services, certaines activités, c'est quelque chose que j'ai pas bien vécu. Et j'ai vraiment choisi la spécialité oncologie médicale parce qu'elle m'intéressait, mais il est certain que je n'avais pas le tempérament. Donc on est différentes et donc on vit les choses différemment, mais moi j'avais pas le tempérament pour affronter des services où la misogynie est très forte. Et à l'époque, dans les années 90, pour ne pas les nommer, dans les services de chirurgie, en tout cas dans mon expérience à moi, c'était particulièrement dur. Donc voilà, des vécus différents, mais c'est vrai que à la fois la personne et la situation, parce que je pense que tout dépend où on tombe, comme toujours, qui oriente après les carrières et les choix. Mais donc là, ça a été important. Et c'était une période encore, donc au XXe siècle, où il fallait être une femme extrêmement courageuse pour dénoncer des agressions. Moi, je sais qu'il y en a eu, j'ai pas vu de dénonciation, mais dénoncer le machisme ordinaire, là aussi, c'était compliqué. Bon, heureusement, les choses changent. J'ai quitté l'hôpital et j'espère que les choses vont dans le bon sens. Il y a de toute façon beaucoup de verbalisation et beaucoup d'actions et beaucoup de possibilités maintenant pour lutter contre les VSS. Donc ça, c'est un vrai progrès. Alors, pour revenir à moi, en tout cas, ça, c'est le vécu de ma vie d'étudiante et d'interne. L'oncologie médicale, c'est une spécialité que j'ai beaucoup appréciée, mais finalement, je me suis rendu compte en la pratiquant, et c'est une spécialité qui est très liée à la recherche, je me suis rendu compte que finalement, mais ça, c'est un intérêt, et je pense que homme ou femme, je ne vois pas d'impact sur cette décision-là. Le fait de progressivement quitter l'activité clinique pour me consacrer davantage à des activités de recherche, de soutien à la recherche et de travail sur les données, ça, c'est voilà, c'est non genré. C'est plus que ma personnalité profonde a mis un peu plus de temps à se définir, et le choix finalement de
l'activité que je fais maintenant en lien avec le soutien à la production des bases de données et leur réutilisation pour la recherche. Voilà, c'est plus l'affirmation de qui je suis et de ce qui m'intéresse le plus que quelque chose ayant un lien avec le genre. Oui, c'est votre itinéraire finalement, c'est votre itinéraire que vous avez trouvé et construit finalement progressivement. Aussi, c'est pas si fréquent non plus aussi de changer de spécialité, dans le cursus. Alors, question un peu à l'inverse. Je ne vais pas poser à vous, Marie-France, mais est-ce que le fait d'être une femme à un moment ou à un autre a été un atout ou défi ou atout ou finalement as usual? Non, moi je le ressens pas du tout, surtout là dans cette activité que j'exerce depuis 15-20 ans en lien avec les données. C'est des métiers très techniques où hommes et femmes sont très représentés, que ce soit sur l'expertise médicale avec des médecins, des pharmaciens, des infirmiers de plus en plus ou des kinés, ou sur le volet tech avec des ingénieurs. En plus, comme je travaille pour des structures publiques sur ces sujets, il y a vraiment un recrutement qui n'est peut-être pas à parité. Sur les métiers d'ingénieur, il y a beaucoup d'hommes, mais il y a aussi beaucoup de femmes. Et en tout cas, moi, pour le cheminement de ma carrière, je pense que je ne ressens pas du tout ni de défaveur, ni d'avantage au fait d'être une femme. On a une forme de culture mixte normale, je vais dire. Mais oui, c'est intéressant parce que ce sont vraiment deux milieux, si je peux me permettre. Tout à fait. Vas-y, tiens. Non, j'allais dire, c'était pas un atout du tout d'être une femme dans mon domaine. La gynéco, c'était une spécialité chirurgicale. Ce que vous avez vécu, je l'ai vécu. Effectivement, j'avais un patron profondément misogyne pour lequel un homme était soit très bon, soit très mauvais, et une femme était toujours moyenne. Donc pour pouvoir prouver qu'on était bon, il fallait le montrer beaucoup plus. Donc quand vous disiez c'était compliqué, oui, c'était totalement compliqué en fait. Les choses changent, elles peuvent encore beaucoup changer. Hein. Mais oui, c'était pas un atout d'être une femme, ça c'est sûr. Merci, mais et d'un certain côté, si je peux me permettre, pardon, de mettre un peu de citron, mais l'orientation que vous avez prise là maintenant, et finalement le milieu dans lequel vous fonctionnez, vous avez choisi celui-ci, j'allais dire, plutôt que l'hôpital où effectivement, ce que vous disiez, il fallait peut-être davantage lutter. Alors on va revenir, si vous voulez bien, à l'hôpital là maintenant, mais avec un autre angle d'attaque, avec Floriane d'Adelsen. Alors j'essaierai de pas trop vous torturez parce que je crois que vous avez des problèmes de voix ce matin. Alors on ne sait jamais les problèmes de voix. Voilà, pourquoi est-ce qu'on a une extinction de voix ou autre. Mais Floriane, elle était une littéraire, donc on se retrouve finalement de ce côté-là. Et vous avez choisi, j'allais dire délibérément, à la fois une fonction d'intérêt général et une fonction de côté d'organisation et de gestion du côté de la HESP, avec aussi un fort tropisme RH. Voilà, donc vous aussi, même type de question. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça n'a pas changé dans votre façon de faire, le fait d'être une femme? À vous, Floriane. J'espère que vous m'entendez. Voilà, j'ai la voix un peu cassée, même très cassée. Donc, effectivement, moi, je souhaitais travailler dans le service public. Pas parce que c'est vrai que ce que dit Anne-Marie sur effectivement l'accès au service public, qui est un lieu où il y a une certaine égalité, c'est un accès par concours qui garantit malgré tout une forme d'égalité, mais surtout parce que en fait, je n'avais pas du tout envie de travailler dans une entreprise commerciale. Ça m'intéressait pas, et je voulais être dans une mission qui avait du sens. Et l'hôpital, mais alors j'ai choisi l'hôpital, j'ai hésité en fait, parce que j'hésitais entre l'hôpital et la police. Donc la police étant un milieu beaucoup moins féminin. Et puis finalement, la vie a fait que j'ai un moment, j'ai fréquenté l'hôpital via malheureusement des proches qui étaient hospitalisés. Et j'ai trouvé qu'en termes d'utilité, parce que c'est ça qui m'intéressait, je voulais un service public de terrain. Et utile, alors je ne dis pas que les ministères sont inutiles, hein, loin de là, c'est pas ça. C'est qu'on voit directement l'action que l'on prodigue à la population. Et c'est ça voilà, qui me plaisait, c'était le côté très opérationnel. Alors après, l'année où je suis rentrée, où j'ai eu le concours justement de directeur d'hôpital,
c'était la première année où les femmes étaient majoritaires dans la promo. Donc, et maintenant, dans les équipes de direction, on est majoritaire quasiment dans tous les hôpitaux. Et donc, c'était, il y avait quelque chose qui changeait à ce moment-là. Alors, ce que vous dites, je sais que ça a forcément et que ça continue à exister. Hein. J'en ai vu dans ma carrière des cas dans les équipes médicales. Je pense que les équipes de direction, ça a pu arriver, mais c'est beaucoup plus marginal. Hein. Et on est malgré tout protégé d'un certain sexisme par notre statut. Parce que je crois qu'on est vécu d'abord comme des directeurs. Donc, et on est une autorité hiérarchique qui fait qu'effectivement, même un chef de service d'un service médical n'ira pas nous faire une remarque sexiste. Ça ne se fait pas. Pas un directeur en tout cas. Donc je pense nos statuts nous protègent un petit peu de ce genre de choses. Après, les gens peut-être ont d'autres choses en tête, mais en tout cas en termes de verbalisation, je n'ai jamais souffert. J'ai eu une fois dans ma carrière une remarque sexiste. C'était une infirmière de bloc opératoire qui m'a dit « mais je ne comprends pas que vous vouliez devenir directeur ». Alors je dis pourquoi ? Parce que ce n'est pas un métier de femme, les femmes c'est fait pour servir. Bon, sachant que le chirurgien qui était homme m'a regardé en faisant un clin d'œil et du genre laisse tomber, voilà, c'est. Mais voilà, donc c'est la seule que j'ai eue vraiment dans ma carrière. Donc ça ne m'a pas gênée. Si ça m'a apporté quelque chose, je ne sais pas si je peux dire ça, mais en tout cas en tant que j'ai fait beaucoup de ressources humaines, comme le disait Anne-Marie. Il y a beaucoup de femmes dans les hôpitaux, et c'est vrai que quand on est directrice des ressources humaines, quand on est une femme, certains agents vont se confier à nous différemment. Parfois d'ailleurs sur des choses très 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 privées, qui peuvent du coup être en distorsion avec un rapport professionnel, mais ça peut donner une certaine forme de confiance ou de connivence, ou en tout cas, voilà, moi je l'ai senti à certains moments où peut-être que ces femmes qui vivaient des choses difficiles me l'auraient peut-être pas dit si j'avais été un homme. Donc voilà, mais c'est à peu près tout. Ça ne m'a pas desservi et ça ne m'a pas non plus particulièrement servi. Ça c'est vrai, quand on peut dire ça, c'est vraiment génial hein, d'avoir ce type d'unanimité, d'équanimité finalement globalement dans l'évolution. Je pense qu'effectivement c'est un peu différent du type de rôle qu'on a. Alors, on va demander un autre rôle. Alors pardon, je vais être très, très raciste, mais je vais vous laisser votre micro. Il vaut mieux, voilà. Donc, Axel de votre côté. Donc, Axel, donc vous êtes à la fois fondatrice donc d'une appli et d'un peu plus que ça, vous allez nous raconter ça. Et donc là, cursus très très différent, puisque vous n'êtes pas du tout ni côté gestionnaire, organisation d'hôpital, ni HESP, vous n'êtes pas non plus médecin d'aucune spécialité, et vous êtes, j'allais dire comme moi, mais sauf que vous êtes une vraie, moi une pas complètement, une espèce de pièce rapportée qui est à la fois ingénieur et école de commerce, et avec de démarrage une problématique qui est celle d'une patiente qui finalement trouvait pas des masses de solutions à son propre problème. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça? Parce que alors là, on est en plein dedans là. Moi, j'ai eu par contre plein de difficultés pour arriver là. Parce que entreprendre quand on n'est pas médecin dans la santé, c'est quand même pas simple. Entreprendre quand on est patiente et femme, voilà, ça a rajouté des couches supplémentaires. Donc moi, au tout départ, je suis ingénieure, j'ai fait Centrale et l'ESSEC. Déjà, on n'était que 20% de femmes dans mon cursus. Donc j'ai eu l'habitude d'être une happy few, une parmi très peu. Et puis, en parallèle de ça, j'ai eu des pathologies et je me suis dit où est-ce que je pourrais être utile et où est-ce que je pourrais développer des applications de logiciels avec un impact fort. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer Mapato. Et aujourd'hui, on aide 150 000 personnes. Et donc, au tout début de Mapato, j'ai été voir l'ordre des médecins avec ma super idée. Et ça a été la première fois, on m'a dit, mais quelle est votre légitimité? Et j'ai dit, écoutez, je ne comprends pas cette question. On m'a dit, bah, vous êtes qui? Vous êtes qui pour proposer ça? Et vous êtes qui pour penser avoir la solution?
Donc j'étais là, bon, allez, on continue, c'est pas grave, ça va aller. Et puis après, j'ai voulu trouver des financements. Et là, on se rend compte dans le monde des startups tech, parce que nous, on fait de l'IA, des technologies, des algos, etc. Il n'y a que 10% de femmes qui fondent des entreprises et que les fonds levés sont vraiment moindres par rapport aux hommes. Et donc, encore une fois, j'ai rencontré des fonds d'investissement avec des partenaires hommes, entourés de petites cocottes femmes qui n'en pipaient pas une et qui m'ont dit « mais je ne comprends pas l'intérêt de votre outil, il n'y a pas de business model, créez une association ». Et je suis sûre et certaine qu'à aucun moment on a dit à un homme qui venait avec des solutions tech dans la santé, mais créer une association. Donc il y a eu ça, et il y a quelques mois, j'ai rencontré un directeur d'association de patients. Donc là aussi, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de directeurs qui sont en association de patients, alors qu'il y a beaucoup de femmes derrière qui sont bénévoles dans les assos. Et là, encore une fois, cette fameuse question que je ne comprends toujours pas, mais quelle est votre légitimité et pourquoi vous venez me parler? Et en fait, je me rends compte que quand on est une femme, on pose le poing sur la table, on est vu comme capricieuse. On me l'a souvent dit, mais tu fais un caprice. Un homme, on dit qu'il est déterminé et qu'il a beaucoup de leadership. Et autant, je suis très contente que vous n'ayez pas eu ce ressenti-là, parce que moi, de mon point de vue, alors que j'ai 35 ans, ça fait 5 ans que je suis dans ce milieu, j'ai énormément de difficultés et je suis ravie d'être à cette table ronde en tant que, moi, je me dis professionnelle du monde de la santé. Parce que pour le coup, alors moi, j'ai vraiment le syndrome de l'imposteur en tant que femme patiente, pas médecin, dans une start-up qui a un impact. Je fais partie vraiment des mini cas. Cumularde. Comment ? Cumularde. Ah ouais, vraiment. Et puis issu d'un milieu ouvrier, de province, voilà. Moi, issu de l'immigration, voilà, j'accumule. Et par contre, là, c'est toutes les difficultés. Mais aujourd'hui, que la réussite est là, qu'on a des utilisateurs, que j'ai franchi toutes ces barrières, je reçois énormément de sollicitations parce que je rentre maintenant dans les cases de la discrimination positive. Et donc, on vient me taper à ma porte pour me dire « mais vous voudrez, maintenant que ça fonctionne, qu'il n'y a plus de risques et vous êtes rentable et que l'activité cartonne, est-ce que vous ne voudriez pas lever des fonds ? Parce que du coup, on ne veut plus prendre de risques et vous êtes un bon poisson. » Ouais, c'est-à-dire que non seulement vous êtes politiquement acceptable maintenant, mais vous êtes politiquement rentable. Enfin, excusez-moi d'être une femme qui a réussi à créer une entreprise dans la santé rentable, bim, bim, bim. Si on pouvait investir comme ça dans nos tableaux, ça serait sympa de la mettre. Merci. Bravo d'avoir réussi ça, parce que moi, je vais vous raconter hier, un jour où sur un truc, je vais dire sur des tables rondes qu'on organisait donc avec mon président il y a globalement un certain temps, je peux vous dire, c'était pas à Paris non plus, et il s'agissait de santé, donc d'impact santé-travail dans les dimensions judiciaires. Et donc, on était là, 4, on était que des femmes, et alors là, on avait commis le double péché, 1, d'être des femmes, et 2, il n'y avait pas un médecin à l'étable, parce qu'effectivement, c'était des enjeux qui étaient judiciaires, organisation du travail. Il y avait une fille qui était qui dirigeait l'ANACT là, il y avait, vous l'avez connue, la fille qui était la juge emblématique des enjeux de santé-travail au tribunal globalement de Paris, qui s'est fait virer par Taubira après, mais enfin bref, ça c'est encore autre chose, notamment pour ça. Et alors, on s'est pris une volée de bois vert, mais alors quelque chose, et moi particulièrement, vraiment Kalachnikov, avec comment vous osez parler de santé et de santé de travail, et vous êtes des femmes, mais vous n'êtes pas médecin? C'était totalement obscène. Enfin, voilà. Donc, même combat, mais si je peux me permettre, c'est pour vous des années après, et voilà, et bravo d'avoir réussi. Alors, Anne-Carole, maintenant, si vous voulez bien, donc Anne-Carole, c'est une autre atypique, si je peux me permettre. On est tous peut-être un peu des atypiques à cette table qui n'est pas ronde, mais qui a quand même en demi-cercle. Alors, vous êtes inspectrice générale des affaires sociales sur les questions de santé, et avec un cursus, j'allais dire, qui est varié. Et donc, l'idée, c'est que ce que j'ai vu, c'est que de démarrage, vous étiez à la fois téléguidé pour être sur le soin,
et en même temps pour être sur les politiques et sur les pratiques et là où on se retrouve, c'est notamment sur la prévention. Alors, même question pour vous dans ce chemin très très divers, hein, puisque vous étiez aussi à la fois dans l'œil du cyclone des cabinets, de la pratique des cabinets, mais en même temps de la pratique avec l'administration, tout ça. Même type de question. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été un défi particulier ou pas du tout, comme pour Florence? Comment vous faites avec? Et puis après, les questions un peu plus perverses, un peu globalement un peu tout le long, c'est comment on peut l'utiliser aussi pour l'avenir pour faire bouger les choses. Merci beaucoup. Et d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à cette table ronde. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que l'IGAS, c'est vrai qu'on peut prendre du recul, mais du recul sur soi-même, c'est déjà plus rare. Donc, un grand merci. Quand même, pour venir ici, eh ben, j'ai dû quand même réfléchir à ce que j'allais vous dire. Pour tout. Bien que ça puisse paraître assez spontané, c'est peut-être plus compliqué pour moi que de décrire un rapport IGAS, parce que c'est un peu particulier. Eh ben, en réfléchissant bien, bon, déjà, j'ai fait médecine. Mais jusque-là, il n'y a aucune originalité pour moi. Chez moi, tout le monde faisait médecine. Mon père, mon grand-père, mes frères, enfin bref. Donc, j'étais très jeune quand j'ai eu le bac. Je dis peut-être, je ne connaissais pas HEC, je dis ça pourrait être bien. Je me souviens, mon père, il m'a dit ouais, c'est bien, bah, fais médecine, puis tu feras l'autre truc après. Donc, voilà, j'ai fait médecine. Mais j'étais quand même toujours très intéressée par tout ce qui était organisation. Et en plus, alors, moi, mon vécu en médecine, je suis de la fac Necker enfants malades. Donc, j'ai fait des services de pédiatrie, des services de radio. Il faut dire que même en réfléchissant bien, j'ai pas d'expérience à raconter, même pas d'avoir vu c'est quand même un peu particulier, hein, mais bon, je vais pas inventer des choses qui n'ont pas existé. Je peux même pas citer un service où j'ai été pas bien traitée parce que j'étais une femme. Une fois, quand je suis allée manger à l'Economa, je me rappelle, en salle de garde, il y a un type qui est venu et qui m'a dit, je sais plus s'il a sorti comme truc, j'ai oublié. Il se trouve qu'il était anesthésiste réanimateur. Et moi, à l'époque, on avait une blague dans ma famille qui était de dire les réanimateurs, c'est pas des médecins. Bon, j'ai jamais compris pourquoi. Mais moi, je venais d'arriver et comme il m'a exaspéré, je lui ai dit, mais dis-moi toi, pour être réanimateur, faut être médecin. Et alors là, vraiment, ils étaient tous morts de rire en salle de garde. Et donc, on m'a plus jamais empoisonné sur ce truc-là. Voilà, c'est la seule fois sur laquelle j'ai eu un problème. Après, une autre fois, j'ai eu un autre problème en venant, mais c'était pas parce que j'étais une femme. C'était par une femme. Je reprenais un service sur lequel j'avais beaucoup travaillé. Donc, et je reviens et puis elle dit bon, alors j'espère que vous n'allez pas faire comme la promotion précédente parce qu'ils n'ont rien fait et devant les autres. Je lui dis c'est comme ça. Je me suis partie. Je suis partie et je suis allée voir le doyen. Enfin, je suis allée voir le doyen. Je voulais pas aller voir le doyen. J'ai dit je ne fais plus ce stage, ce qui était quand même très atypique à l'époque. Et donc je suis pas allée voir le doyen. Le doyen m'a demandé de venir. Ils m'ont fait changer de stage. Ils étaient très gentils. Ce que j'ai su après coup, c'est que très peu de temps avant, mais pas dans ce service, il y avait un interne qui s'était suicidé. Donc effectivement, quand j'ai fait un truc qui était très atypique, mais pour moi il m'avait vraiment super énervé, il devait être très inquiet, d'où l'attention très particulière du genre mais qu'est-ce que vous voulez comme stage et pourquoi et comment. Donc j'ai vraiment pas d'expérience sexiste en tous les cas, mais même pas avoir vu, hein, je dois dire les choses dans mon cursus. Après, dans les autres choses que j'ai faites, alors j'ai pas d'expérience sexiste, mais ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était comment on considérait les médecins en formation. Je trouvais que vraiment on ne les considérait pas du tout. C'est-à-dire que tout ce qu'on pouvait dire ou faire, ça n'avait pas grande importance. Il y avait le professeur qui savait et finalement les jeunes, ils n'apportaient rien. Et quand j'ai fait l'autre partie, donc, qui était le doctorat à l'école des mines, c'était complètement différent. Alors il y avait très peu de femmes dans les séminaires doctoraux, hein, mais c'était pas la question tellement homme-femme, mais j'étais vraiment frappée du fait de dire que même très jeune, ben, on vous écoute, vous dites un truc, vraiment, moi d'où je venais, j'osais à peine parler, hein. On fait attention à vous, on vous écoute et on pense que peut-être vous pouvez avoir un truc intéressant à dire. Donc j'avais trouvé ça bien. Et après, dans ma carrière, ben, je dois dire que j'ai eu plutôt beaucoup de chance, quoi. J'étais d'abord dans un secteur associatif où on m'a laissé les rênes de vraiment, hein, j'étais dans le réseau des URIOPS-UNIOPS où on m'a fait monter le service santé, monter le service personnes âgées. On m'a laissé la représentation en cross, en comité, avec voix consultative. Je me rappelle la première réunion où j'étais allée, donc c'était URIOPS-UNIOPS à l'UNIOPS. J'ai tourné la tête, on était 2 femmes, il y avait 25 personnes. Et je devais être la plus jeune. Je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, comment ça marche quand on est renvoyé de ces trucs on touche un chômage ou pas? Enfin voilà, alors pour le coup, je ne sais plus qui a dit syndrome de l'imposteur, mais alors je me disais, bon pourtant j'étais très diplômée, hein, mais je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et vraiment, bon. Bon, puis après, comme j'étais très mateuse, et qu'il y avait à l'époque le
la médicalisation des systèmes d'information qui se mettaient en place avec un gros truc sur les datas, des choses compliquées à comprendre dans la modélisation. Et moi, j'avais fait un troisième cycle sur les méthodologies multicritères d'aide à la décision, qui était un truc encore plus batteux avec des arbres, des algos, etc. Le ministère m'a demandé de venir. Je dis bon d'accord. Et voilà comment j'ai fait ma carrière. Mais je crois pas mais j'ai eu beaucoup de chance. Je crois pas qu'une seule fois j'ai eu un problème. La seule fois où, mais ça vient vraiment de moi, et j'ai été tellement bien accompagnée par rapport à mon choix, c'est quand j'étais en cabinet, pas la première fois, mais la deuxième fois au cabinet de Roselyne Bachelot, avec Georges-François Leclerc, qui était mon directeur de cabinet, et où j'étais responsable de tout ce qui était politique de santé et prévention. J'avais accepté parce que je trouvais que c'était super intéressant. J'avais 3 enfants à l'époque, je ne sais plus les âges, mais bon. Et à un moment, je partais à 8 heures, je déléguais quand même, mais c'est compliqué de déléguer tout quand même, c'est quand même des grosses responsabilités. Et je terminais à minuit tous les jours. Et en plus, sans manger, parce que tous les jours, je me disais, bon, je ne vais pas aller manger parce que ce soir, je vais partir plus tôt. Bon, les gens, ils grossissent en cab, moi, j'ai maigri, je n'étais pas mécontente. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je suis allée voir la ministre pour lui dire, voilà, je vais partir, elle a été avec moi, mais d'une gentillesse. Et le DIRCAB, pareil, qui est revenu me proposer 10 trucs au sein du CAB en me disant, bon, ça, tu veux pas, mais est-ce que tu veux pas être conseillère transversale, ce serait moins lourd? Bon, et moi, j'ai pas voulu parce que le poste qui me plaisait, c'est celui que j'avais choisi, chef de pôle, politique prévention, conseillère de ministre, et donc j'ai lâché. Mais donc, et après, bon, je fais pas le reste de ma carrière, et à l'IGAS, quand même, c'est quand même pas connu pour être un endroit sur lequel on est sexiste. Au contraire, il y a une attention très très forte qui est portée à l'égalité homme-femme, et ça a été depuis tout le temps. Et donc, je dirais que j'ai eu beaucoup de chance, je peux pas dire les choses autrement. Voilà. C'est beaucoup de choses, c'est un itinéraire qu'on se construit. Alors, je dirais que c'est un peu la question que je posais à vous, Marie-France, tout à l'heure. Si on regarde un peu, je dirais, à la fois demain, les jeunes générations, si vous aviez un truc à changer, ou voilà, ça serait quoi? Je regarde l'heure en même temps. Ça serait quoi? Quelque chose à changer pour justement peut-être faire sauter les verrous là où ils sont, ou s'appuyer, voilà. Chacune, c'est à vous. Et puis les questions dans la salle, elles sont tout à fait bienvenues aussi. Mais à vous. Marie-France, qu'est-ce que vous diriez là-dessus? De me dire qu'une table ronde de ce type-là, elle n'est plus l'utilité, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, la question du genre en soit plus une. Et votre discours m'a un peu perturbée de dire que finalement on change parce que les autres nous ont abîmés, qu'on change parce qu'on décide de changer, parce qu'on se rend compte que c'est pas ce qui nous convient, c'est une chose, de changer de parcours. Et je sais, pour avoir vu pas mal de reportages et avoir eu pas mal de discours, que vous n'êtes pas la seule, et je me dis que c'est ça sur quoi il faut qu'on évite d'aller. On va demander à l'ingénieur extérieur, et puis après à Floriane. Floriane, j'ai toujours peur de la faire parler, mais Axel de côté. Ouais. Alors moi, sur la partie patiente, je pense qu'il faut donner plus de poids aux patientes et je ne suis pas que patiente, je suis ingénieure de base, et effectivement j'ai été mise dans le système de santé sans le vouloir, et j'ai souhaité trouver des innovations. Mais je pense que c'est déjà compliqué en tant que patiente de trouver les portes pour y arriver. Alors si en plus on nous met des bâtons dans les roues, je pense que c'est d'autant plus compliqué. Et puis en termes de financement, parce que moi c'est le nerf de la guerre, de trouver des financements pour créer, je pense qu'il faut créer des fonds dédiés pour les femmes dans la santé, ce qui n'existe pas. Et d'avoir des personnes en face de soi qui comprennent comment une femme, en bonne mère de famille, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment différent de gérer d'une société en tant qu'homme ou femme. On voit les choses, et moi je peux mettre mon sang sur les projections financières que je fais. Quand je vois les projections financières d'entreprises d'hommes, c'est pas pareil. Donc il faut avoir des gens en face formés à ça. Ouais. Floriane, de votre côté, Floriane. Je dirais que il y a 2 choses à mon avis qui doivent changer. Dans nos carrières à nous, de dirigeants ou de cadres, je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes dans les filières scientifiques. Autant, je pense qu'on a conquis quand même un certain nombre de places dans des filières de management qui sont plus littéraires. Mais pour le coup, il y a une sorte de barrage aux carrières scientifiques. Et j'avais entendu d'ailleurs une interview de la directrice de Polytechnique qui est très, très intéressante sur le sujet, qui disait qu'il n'y a pas de raison que les femmes ne fassent pas de maths
rien n'empêche à des très hauts niveaux. Il y a Émilie du Châtelet, au XVIIIe siècle, était déjà une grande mathématicienne. Voilà. Donc, et la deuxième chose, c'est que nous, on est des dirigeantes, ou des cadres. Enfin, on est dirigeantes, voilà. Mais moi, je m'inquiète plus pour des personnels qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas les mêmes moyens. Parce que moi, j'ai parlé beaucoup du statut, et j'y crois beaucoup. Je pense que plus on a un statut élevé, à responsabilité, plus on est chef dans une entreprise, moins on subit de choses. En revanche, les personnes qui sont en bas de l'échelle, qui n'ont pas de qualification, je pense qu'il y a d'énormes progrès. Et je regrette un peu d'ailleurs que dans les discussions sur les violences ou les maltraitances faites aux femmes, on ne cite que des exemples de femmes qui ont un certain statut social. Alors que je pense que la dame qui fait le ménage dans une entreprise, il y a peut-être des choses qui se passent et dont on ne parle pas assez. Et là, je pense qu'il y a des vrais sujets. Enfin, non pas qu'il n'y en ait pas à nos niveaux, mais amplifiés par le fait qu'elles n'ont en plus pas les moyens statutaires ou en termes d'autorité de se défendre. C'est les dimensions de l'invisible. Je vous vois piaffer, Anne-Carole. Ah oui, parce que moi, c'est mon côté très optimiste, hein, donc on ne va pas me changer maintenant. Et en fait, je vous disais tout à l'heure qu'à l'IGAS, il y a une préoccupation forte par rapport à l'égalité homme-femme, mais ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est dans un rapport IGAS, et pour le coup IGF, donc Inspection Générale des Finances, qui est un rapport relativement récent, qui est disponible d'ailleurs sur le net. Alors celui-là, je l'ai noté parce que je me suis dit que je n'allais pas tout bien dire. Il s'appelle « Mettre en œuvre la budgétisation en intégrant l'égalité homme-femme ». Et vous disiez comment on change. Et donc, il y a 6 piliers. Bon, je ne vous fais pas tout le rapport, hein, et puis d'ailleurs, je le ferai probablement pas très bien. Mais en fait, l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'à tous les niveaux, on intègre et on inclut une perspective de genre. Et à l'intérieur, ça voulait dire que, y compris dans ce qu'on fait, quand on fait l'analyse recettes-dépenses, on regarde comment on peut promouvoir à l'intérieur de tout ce qui est État et sécurité sociale, la promotion homme-femme. Et c'est pas des trucs, quand vous regardez le rapport, je voudrais pas que ça a l'air de être hors sol, parce que c'est pas du tout hors sol, c'est des trucs très précis. Donc par exemple, c'est que dans la démarche budgétaire, on voit comment on intègre les enjeux, et on recense, il y a déjà un recensement qui existe, mais on améliore encore le recensement pour voir tout ce qu'on a fait spécifiquement par rapport à tout ce qui est égalité homme-femme. Et de manière très précise, dans les stratégies interministérielles, on regarde qu'est-ce qu'on met comme subvention publique spécifiquement liées pour avoir des leviers spécifiques pour promouvoir l'égalité homme-femme. Bon, je ne vais pas tout identifier, il y avait pas mal de choses dans ce rapport, mais pour dire que là où on a vraiment une tonne de sujets sur IGAS-IGF, le fait qu'on se penche à 2 inspections et que ce soit une commande interministérielle, bon, moi je trouve que c'est plutôt positif et j'espère que ça va marcher. Oui, mais merci et bravo d'avoir lutté dans ce sens-là, parce que ça fait un bout de temps, nous, qu'on s'occupe effectivement de questions de femmes et de santé-travail, et pendant tout un temps, les statistiques publiques, et même par exemple dans les entreprises, les fameux DUERP, les documents uniques d'évaluation des risques professionnels, sont théoriquement genrés depuis 1989. Donc vous voyez qu'on applique ça très très bien depuis un certain temps, mais pour beaucoup ne le sont pas encore. Et donc là, elle n'est pas là aujourd'hui, mais j'ai une grande et vieille copine qui, elle, est à la NACT et a porté ça pendant des années. Elle a commencé à être entendue il y a 2-3 ans, globalement pas avant. Alors, à vous Axel, et puis les deux Axel, tiens, voilà, je vous passe mon micro. Non, mais moi, mon dernier mot sera un mot pour partager le fait que moi je suis tout à fait réjouie, en tout cas réjouie de voir justement de plus en plus de femmes occuper des postes à responsabilité, même si dans le monde de la santé, que ce soit dans les établissements ou dans les administrations ou les structures de recherche. Et moi personnellement, je suis extrêmement sensible à l'observation de cette émergence, qui n'est quand même pas une émergence récente. Il y en a eu... Quand je travaillais à l'hôpital, à la PHP, il y a fort longtemps, à la fin du XXe siècle, il y a eu une femme, DG. Mais il y en a de plus en plus, et moi, ça me réjouit. Et il faut qu'elle continue, c'est jeune ou moins jeune. Et en tout cas, je suis extrêmement motivée, moi, pour contribuer, les soutenir et contribuer à cette émergence qui n'est qu'un enrichissement.
J'ai déjà parlé. Ouais, alors voilà, je crois qu'on va arriver sur le final. En tout cas, vous êtes vraiment top, génial, et on continuerait longtemps. Moi, j'ai une vieille obsession. Je vais reprendre celle que vous venez de dire là. C'est les data, parce que c'est ce que vous disiez à la table ronde précédente. Si on n'a pas non seulement des sondages, mais des vrais data, on ne peut fonder aucune politique. Et donc, data genrée, ça c'est. Oui, par exemple, on faisait des trucs aussi à l'international avec ça. Et là, moi, ce qui m'avait frappé, avec notre ami, là, le directeur général de l'OIT France là-dessus, et il me disait, mais en fait, on n'a pas ça internationalement, parce que la peur de la stigmatisation est telle de dire en absentéisme il y a plus de femmes et autres, qu'on ne les donne pas, et donc c'est la poussière sous le tapis. Alors on va espérer qu'on ne sera pas la poussière sous le tapis et qu'on va continuer à être, comme vous l'êtes, des femmes, des phares, et donc je vous propose qu'on les applaudisse un grand coup. Grand coup, merci à vous. Et donc pour tout ce, voilà, on a deux autres phares là-bas qui vont pas tarder. Et donc les prochaines étapes, déjà le 31 mars, on aura le replay de celle-ci et de la table ronde précédente, et plein d'autres choses qu'on va continuer à monter avec vous tous, et on vous remercie infiniment. Merci à vous, bravo.